très jeune avancé, de telle façon que depuis que je suis venu en Belgique, c'était quelqu'un qui m'épaulait, qui me disait toujours, il ne faut pas se moquer de la profondeur de quoi? Du puits, mais peut-être cet accord qui est plus petite. Donc John, il faut beaucoup travailler. Je n'ai fait que travailler. Honorable, aujourd'hui, devant tout le monde ici, c'est de te dire merci. Pas seulement pour notre écriture, mais pour tout ce que tu fais, tu es un modèle pour nous. Mukirundi bavuga umurikira amashingo shingwa amabanga. Uje kunama uname rimwe na bose. Je ne sais pas comment traduire, mais j'ai un ami à lui qui avait quelque chose à te partager. Bon, cher ami Jean-Marie. Donc je vous invite aussi à écrire, il ne faut pas avoir peur d'écrire. Commencez toujours par une page. Donc quand vous avez déjà fait une page, vous allez voir que la deuxième va venir, et puis la troisième viendra, et puis la petite, vous finirez par écrire tout un livre. Mais écrivez, c'est très important. Les mamans. Alors, juste par rapport à ce qu'il a dit sur la maman, sur la femme en fait africaine, pourquoi le respect de la femme africaine, comme je vois il y a quand même de maman ici, nous on les félicite, on se prosterne toujours. Mais pour nos ancêtres, ils ont fait un constat simple. Ce n'est pas une histoire pas partie de. Non, c'est un constat. Pour venir au monde, pour venir au monde et pour vivre, il faut la maman. C'est tout simplement cela. Donc, sans la maman, personne, ni les femmes, ni les hommes, personne ne vient au monde. Personne n'est né. Donc, elles sont d'une importance capitale par rapport à cela. C'est ainsi qu'on leur donne tout le pouvoir. Parce que en fait, le pouvoir, chez nous, il est d'émanation féminin. Mais l'oncle, pour bien diriger, il faut qu'il soit comme une femme. C'est comme ça, dans ma langue, on l'appelle ma-mpe. Donc c'est une maman. Donc maintenant, juste pour dire par rapport à ça, en tout cas, je suis très content de cette publication et je souhaite que le travail puisse continuer davantage. En tout cas, merci infiniment. Merci pour la parole. Je voudrais profiter de ce temps pour adresser mes félicitations à Jean-Marie pour cette publication et plus particulièrement pour avoir, et c'était pour la toute première fois, qu'un Burundais non swahili, c'est-à-dire qui n'est pas d'origine swahili, parce que chez nous il y a des swahili. Il est le tout premier Burundais à écrire en swahili. Moi, comme quelqu'un ici de cette communauté, longtemps marginalisée, la communauté des Baswahili du Burundi, franchement, je voudrais vous remercier de tout mon cœur. Et profiter de l'occasion pour dire aux autres, n'hésitez pas d'écrire en swahili, c'est la première langue africaine. Deuxième élément, j'ai suivi la présentation, mais elle me laisse beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements, pourquoi? Parce que ce que vous proposez, je dirais en quelque sorte, c'est de renverser la table. Et je me questionne, comment est-ce qu'on va y arriver chez nous? Je pars d'un petit exemple. Chaque fois que je rentre chez moi dans mon pays, je trouve que les directeurs, à partir des directeurs généraux, ils roulent dans des 6 cylindres, 8 cylindres. Et il manque des bancs dans des écoles. Il manque des bancs, les enfants écrivent par terre, ils sont par terre. Et je me questionne. Et Jean-Marie, ces gens qui font ça,
ce ne sont pas les enfants de la bourgeoisie d'hier. Ce sont mes amis avec qui j'ai fait l'école primaire, secondaire à l'université. Ils roulent dans des 8 cylindres et ils ne se questionnent pas. Et ils trouvent que c'est ça la démocratie et nous vantons les mérites de la démocratie aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont à table et qui se permettent de perpétuer le néolibéralisme. Alors mon questionnement, comment allons-nous arriver à changer cette situation? Proposez-nous concrètement le paradigme que vous nous avez parlé. Comment allons-nous procéder? Merci beaucoup. Ah oui, la personne qui prend la parole se présente au passage. Oui, sasa tutasema kwa Kiswahili. Jina langu Abdul Nzeimana na mimi ni mzaliwa wa mtaa wa Buyenzi, na Buyenzi ndiyo mtaa mama wa Kiswahili Burundi, na Mungu alinijalia kuwa moja kati ya wazao wa Buyenzi ambao waliongoza mtaa wa Buyenzi kwa miaka ya nyuma. Asante. Je m'appelle Daniel Naïmana, je suis burundais, je suis prêtre, presque retraité. Merci Jean-Marie, moi je suis venu avec une grande soif. On dit que vous avez fait 3 livres, il en a fait plus que ça. Vous n'avez pas cité la saga d'Arusha, vous n'avez pas cité les 60 ans d'élection. Il est prolixe et j'aime bien son style parce que quand on le lit, on ne s'ennuie pas. Un regard très, très pertinent, une critique agréable mais atroce aussi. Et j'ai bien aimé toute la liste des points qui font mal d'un monde que nous appelons occidental, vous l'avez appelé néolibéral, une culture qui veut s'imposer sur toute la terre. Et bon, j'aurais peut-être l'un ou l'autre point pour lequel j'aurais un petit commentaire, mais je passe rapidement. Je garde ma soif pour la deuxième partie. Après la critique, qu'est-ce que vous proposez? Les valeurs de l'africanité. Et ma grande curiosité reste justement sur l'Ubuntu. Comment est-ce que les Africains comprennent l'Ubuntu? Et nous, on sait que ça vient de notre région, l'Afrique subsaharienne. Et là, on voudrait savoir ce que nous proposons au monde. Et alors, pour les petites réactions, j'en ai 2, puis j'aurai fini. La première réaction, c'est sur la sortie de notre cher Sarkozy. Un homme que je n'aime pas, je l'ai appelé cher. C'est une façon de parler. Sarkozy a montré qu'il n'avait pas de culture. Il n'aurait pas osé parler comme ça, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Il y a des pays qui ont une grande civilisation en Occident, comme en Afrique. Nous savons que, par exemple, le monde grec a dominé le monde et il a laissé une puissance sorte par sa culture, et à tel point que les Romains qui avaient battu les Grecs demandaient d'être formés par ceux qui venaient de battre. Donc comme si l'Occident demandait
aux Africains de lui apprendre l'humanisme. L'Afrique, bon, maintenant, les Grecs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un petit pays européen, pauvre. Le Portugal, la Hollande, même l'Angleterre, c'était des puissances. On dit que l'Angleterre, c'était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Et donc, ça c'est, la Terre tourne. Il y a des pays qui sont à l'apogée et puis qui retombent dans l'oubli. Et ça s'est passé aussi en Afrique. Et nous, les Africains, nous devons le savoir parce que nous sommes nés à une période où l'éclat, la gloire africaine ne se voyait plus. Et quand je faisais l'université, il y a une découverte qui m'a réveillé. On venait de découvrir que la Grèce avait une écriture qu'on ne connaissait pas. Et le grec qu'on savait, bon, c'était le grec, mais il y a une autre écriture grecque qui était antérieure à celle qu'on connaissait. On a trouvé ça sur un tesson, à 10 mètres de profondeur. Cherchons, nous les Africains, nous allons trouver certainement quelque chose dans notre glorieux passé. Au Burundi, par exemple, on se demande comment sur nos sitares inanga, on trouve des croix. La croix est un signe qu'on n'a pas dans la nature. C'est dans le cerveau qu'on peut faire une croix. Le losange, on peut le retrouver dans la nature. Mais la croix, on ne la trouve pas dans la nature. Et donc, comment est-ce que les Burundais ont trouvé ce signe de la croix avant que les Blancs n'arrivent? Et moi, je me disais, sur nos réalisations débattoires qui font les cruches, la poterie, il y a toujours Saruro, donc c'est une bande sur la cruche où l'artiste signe son œuvre pratiquement. Est-ce que ça ne serait pas une ancienne écriture oubliée? Donc, nous avons à chercher, il faut former des archéologues et des gens attentifs pour voir tout ça. Ce que nous savons maintenant avec Cheikh Anta Diop, qu'il soit béni cet homme, c'est que l'Égypte ancienne était noire. Et que Aristote était venu voir la science des Noirs, la mathématique, la médecine. Et donc, nous devons vraiment apprendre à retrouver notre fierté parce que nous avons une histoire. Et nous devons la réécrire, rappeler au monde que nous étions les premiers à faire la mathématique, à faire la médecine et d'autres choses. Alors, une deuxième réflexion, c'est sur, vous avez parlé de la création, de tout ce qu'on a comme mythe de la création. Il me plaît de rappeler comme prêtre que le mot même de créer bara, un seul sujet, c'est Elohim, c'est Dieu. C'est un verbe qui n'a qu'un seul sujet, et un verbe qui n'a ni passé, ni présent, ni avenir. Et donc, Dieu, mais ça c'est dans la réflexion juive, le Dieu qui crée n'a pas créé puis il est parti. Et il n'a pas fini. Parce que, d'ailleurs, ça nous mettrait en difficulté aujourd'hui, les prêtres, si on disait que créer c'est dans le passé, et on dirait, alors il a créé les singes, il n'a pas créé les hommes. Nous les hommes, on n'a pas été créés par Dieu alors. Hein? Donc c'est un verbe
c'est peut-être pour cela qu'on parle de révélation, parce que ce sont des concepts qui nous échappent, que nous ne maîtrisons pas. Oui. Une action qui est en continu, qui n'arrête pas. Et on ne sait pas quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça finira. Et c'est le concept même de l'éternité. Dieu, il est, il y crée. Celui qui est, qui était et qui vient. Bon, merci de m'avoir écouté. Toi, je suis très heureux et j'attends, j'ai toujours ma soif. L'africanité, Ubuntu, comment allons-nous proposer ça comme quelque chose qui renverse la table, comme on a dit. Le nom? Je m'appelle Hilaire Ndaïzé. Je voulais d'abord féliciter M. Jamari pour cet ouvrage, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est pas le premier. Et j'espère que c'est pas non plus le dernier. Parce que depuis que je l'ai vu, je pense la première fois c'était en 1993, je le voyais toujours en train, occupé à écrire. Et puis les gens qui le voyaient, ils le voyaient en train de tisser ses cheveux. Quand tous les cheveux étaient tissés, on disait, là il a beaucoup travaillé, il a beaucoup écrit. Et tellement qu'il en a tissé qu'ils sont tous partis. Donc, j'espère que même s'ils sont partis, vous allez toujours continuer à écrire. Pour cet ouvrage, moi, je me suis posé une question peut-être par rapport à notre pays, le Burundi, par rapport à la démocratie, par rapport à l'organisation des élections et autres. Effectivement, que la plupart des élections sont organisées par l'Occident, pour l'Afrique, et sont supervisées aussi par l'Occident. Ce que l'Afrique ne fait pas en contrepartie pour les élections ici. Peut-être la seule chose qu'on pourrait aider, et je me rappelle que dans le temps, c'était où il y avait un problème de décompte de voix aux États-Unis où les Zambiens avaient proposé qu'ils aillent les aider à compter les voix. Donc, pour les élections, je me dirais, c'est vrai qu'au Burundi, quand je vois les années précédentes, c'est pas pour donner, jeter les fleurs à ceux qui sont au pouvoir. Pouvoir organiser les élections eux-mêmes, c'est un signe d'indépendance quelque part qui est louable, mais aussi un signe aussi de ne pas devoir rendre les comptes à l'Occident. Mais le seul problème, c'est que, bon, j'allais dire, est-ce qu'on devrait le faire comme ça chez nous? On devrait le faire comme ça dans les autres pays. Le seul problème, c'est qu'on le fait, mais après, on ne voit pas l'aboutissement de ces efforts de la population. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous allez nous proposer une autre solution par rapport à cela. Et une autre idée qui me venait en tête, je me dis, est-ce qu'on devrait retourner à la monarchie? Parce que du temps de la monarchie, il n'y avait pas d'exclusion. Il n'y avait pas, tout le monde est participé à l'action du gouvernement, si je dirais le gouvernement, à l'action de pouvoir selon les échelons. Est-ce que dans ce cas, devrions-nous retourner à ce genre de régime? Et si oui, de quelle manière? Parce que dans le temps tel que c'était, ça n'a pas pu permettre au pays d'avancer beaucoup plus qu'il ne l'était. Je pense que d'autres questions viendront. Je vous remercie.
arrivé en retard parce que j'ai mis presque 2 heures à trouver l'endroit. Heureusement qu'il y a un monsieur qu'on s'est rencontré, lui aussi était perdu, donc on a essayé encore de chercher. Bon, moi je tenais absolument, je me suis dit, même si j'arrive à 20 heures, il faut que j'aille montrer à monsieur Sendi Kaya que je le soutiens, que je soutiens son écrit, et si c'est possible d'acheter ça, je vais voir s'il me reste de quoi l'acheter. Et ce qui m'a tellement motivé aussi, c'est par la place qu'il a fait à la femme comme une valeur africaine. Donc moi, je pense que vraiment, sans vouloir choquer les hommes, parce que les femmes africaines, on a l'habitude de la délicatesse vis-à-vis des hommes. Donc je pense que, enfin je ne sais pas si je me suis présentée, j'ai dit je suis, alors moi je suis Madame Eteki Otabela du Cameroun, alors politologue, enfin bref, tout un CV, long, un passé, long de plus de 70 années de recherche, de militantisme, de politique et tout ça. Donc actuellement en réfugié politique en Belgique. Donc, et aussi je fais mon deuil parce que j'y ai perdu mon mari il y a 5 ans. Donc j'ai écrit plus d'une dizaine de livres sur les questions politiques, les États en Afrique, dont un de mes livres le plus important c'est la nature totalitaire des États post-coloniaux et le cas du Cameroun. Donc ceux que ça intéresse peuvent aller voir, je suppose que c'est sur Internet, parce que je suis contre le fait qu'on continue à parler de nos États en se référant toujours à l'histoire, en parlant de post-colonialisme, mais on ne dit pas à quoi on a affaire. Donc moi j'ai fait une thèse là-dessus. Bon. Et ce qui m'intéresse, donc c'est pour ça que je m'excusais d'avance vis-à-vis des hommes, c'est de dire que ça fait quand même au moins 60 ans, sinon 70, qu'on leur a laissé ce qu'ils ont appelé les États africains. Donc je pense... Pour la parole, moi c'est Jean-Soleil Moulin, je viens de Bukavu, et voilà. Je remercie d'abord l'auteur et je le félicite pour l'ouvrage et l'intitulé même qui semble inspiré parce qu'il y a au moins le terme de valeur, les valeurs de l'africanité. Bien entendu, j'aurais bien voulu que dans l'exposé, je suis venu un peu en retard, mais dans l'exposé, au lieu de nous présenter que tout est faux, les valeurs africaines, il fallait plutôt peut-être nous les réciter. Citer les valeurs africaines que nous allons mettre en œuvre pour essayer d'inverser la tendance. Mais l'objectif, je ne sais pas si serait d'inverser plutôt la tendance ou de révolutionner ou de faire suite, parce que nous avons déjà intégré les autres valeurs de la soi-disant fausse démocratie. Nous l'avons déjà intégré, nous avons suivi des cours, nous avons étudié là-dessus, mais peut-être faire évoluer ou la pratiquer à la manière africaine, s'il y en a au moins une, et comment on va déterminer cette manière africaine de faire à notre façon la démocratie, d'organiser à notre façon les élections. Au-delà du fait que les théories sont déjà là, nous les avons intégrées, nous avons étudié là-dessus et nous appliquons ça. Mais comment nous faisons pour notre façon de faire quoi? La façon africaine. Est-ce qu'il y a une façon africaine de faire autrement que ce qui se fait actuellement? C'est ça ma première préoccupation. Deuxièmement, vous avez cité beaucoup le Congo, la RDC. Oui, actuellement, je pense que on voudrait bien que la RDC s'en sorte pour que la région de Grand Lac ou l'Afrique entière puisse s'en sortir. Mais bon, pour autant,
Est-ce que nous sommes prêts à changer? Vous avez cité nos autorités. Abdoul a parlé déjà de la mentalité d'extravagance des politiques. Comment nous, peuple, nous allons nous mettre à l'œuvre pour changer la tendance, nous libérer de ces autorités qui me semblent être égoïstes? Comment nous allons nous y prendre, quoi? Le peuple a soif vraiment de vivre la paix, de vivre la solidarité, de vivre, de bénéficier même de la richesse nationale. Mais comment il va s'y prendre? Parce que il me semble qu'au Congo, nous sommes pris en otage. Nous sommes pris en otage par nos propres frères au départ, avant que nous critiquions les Occidentaux. Merci. Jean-Marie, je vais me permettre de te tutoyer, parce que c'est ce que je fais habituellement, n'est-ce pas? Et encore une fois, te féliciter parce que je te suis depuis 1992, depuis que tu es sorti. Vous appelez comment? Ah oui, c'est Jacques Atuniman, je suis d'origine burundaise et je vis à Charleroi. Ne partez pas à Charleroi, surtout par ceux qui s'y trouvent pour le moment. Voilà, bref. Donc, je disais, ça fait des années que je suis tes écritures et je suis à chaque fois passionné. Et ici, je dirais juste un mot par rapport à la nouvelle parution. Est-ce qu'on pourra peut-être pour la prochaine envisager ce qui nous aiderait, nous Africains, à sortir du temps, du passé, du présent, souvent réduit à un cycle annuel, peut-être même une saison culturelle, et qui nous apprendrait peut-être un peu plus à nous projeter beaucoup plus loin et par conséquent à ouvrir davantage d'horizons, peut-être alors nous permettre d'embrasser beaucoup plus le monde que nous le pouvons, nous le voudrions aussi aujourd'hui. Merci. Diplomate, je voudrais tout d'abord féliciter l'honorable Jean-Marie pour sa publication. Et puis, je voudrais aussi saluer les efforts qu'il a déjà fournis à l'écrivain d'autres livres. Et avec le thème d'aujourd'hui, Renaissance de l'Afrique par les valeurs de l'africanité Ubuntu, c'est un thème qui m'a beaucoup choqué. Je ne dirais pas choqué, mais ça m'a permis de réfléchir, et surtout que l'africanité, l'Ubuntu, c'est une valeur qui est en train d'être dégradée. Et puis je voudrais revenir sur ce qu'a dit le professeur Pini par rapport, il nous a encouragés à écrire, mais il faudrait aussi nous encourager à lire, surtout nos enfants, pour le moment avec la nouvelle technologie. On est beaucoup prise par le Google, on ne voulait pas lire. Avec la Renaissance ou bien d'autres livres sur le panafricanisme, nos enfants, ils ne connaissent même pas. Mais il faut voir comment aussi les intéresser à lire. Merci beaucoup. Les questions qui sont soulevées, les réflexions sont soulevées, sont absolument importantes pour le thème dans sa globalité, parce que ici, évidemment, je n'ai pas eu le temps de pouvoir régulièrement entrer dans profondeur dans chaque thème, mais je vois qu'il y a une question qui est revenue, savoir maintenant, vous vous proposez de prendre la map et de tirer, de tout mettre par terre, et qu'est-ce que vous allez mettre à la place? Dans le livre, je l'explique bien. Les gens ont la nostalgie de changer. Mais aujourd'hui, quand vous voyez tout est faux là. Vous restez dans le faux ou vous en sortez. Vous n'en sortirez pas à moitié. Je suis de
vous en sortirez, vous resterez dedans. Je vais être bref, parce que les deux premiers intervenants ont dit qu'est-ce que vous proposez? Je vais être très concret. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que notre ami Abdoul a dit, mais il a souligné réellement le caractère prédateur de la classe des élites. Parce que celui qui n'est pas là aux commandes, il dit que les gens gèrent mal. Et quand il y arrive, il fait mieux. Entre guillemets, mieux, c'est-à-dire pire. Il fait pire. Il fait mieux, c'est-à-dire pire. Donc les gens nous disent qu'est-ce qui va se passer? Et on voit effectivement des gens qui roulent en 4x4 avec l'argent tiré de la communauté pendant que les enfants ils sont assis par terre et écrits par terre au croque-pied à l'école. Ça c'est vraiment choquant parce que moi j'ai commencé l'école en 62, le 6 septembre si je me souviens bien. Nous avions un banc, nous avions une chaise, nous avons de quoi écrire, on nous donnait le papier, on nous donnait un engrais, on nous donnait tout. Maintenant, au lieu d'avancer, on recule. Donc, vous voyez les enfants assis par terre. Les enfants assis par terre. Ça, c'est vraiment... En Afrique, c'est un peu partout. Au Congo, dans le je parle d'une école du village de Bokachia dans l'Équateur, où réellement les villageois ont bricolé une école. Le tableau, c'est une feuille qui est comme ça, c'est ça le tableau, c'est ça, cette table, ça s'appelle ça un tableau. Et l'école, c'est une école d'État, à laquelle on a donné le nom du ministre de l'enseignement de l'époque. C'est vraiment, ça fait vraiment de la peine. Pendant ce temps, les députés à Kinshasa, eh bien, on leur donnait des jeeps à chacun. Avant, on avait dit que c'était un cadeau, après on dit non, ils vont rembourser. Il y a un député qui a utilisé, qui a gagné peu d'argent et qui a dit moi de toute façon je vais rembourser déjà les indemnités de présence, ça suffira. C'est-à-dire il ne touchera même pas au salaire. Alors qu'ils étaient mal payés. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Dans nos livres, je l'explique assez bien. Je peux me résumer, parce que si je commence à développer, j'irai très loin. Je peux me résumer. Qu'est-ce qu'il faut changer? Comment on va changer? Qu'est-ce que moi j'appelle retirer la nappe, complètement redresser la table à nous? C'est-à-dire le principe. Raviver l'Ubuntu, c'est-à-dire quand vous ne voyez pas que vous avez par exemple 500 maisons, vous avez des milliards que vous avez tirés de la communauté. Quand il y a des gens qui n'ont mangé, vous n'avez plus l'humanisme. En faux. Parce que le bon Dieu, c'est avoir toute l'humanité en faux. Il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il y a bien de l'humanité. Quand il y a une souffrance, comme vous voyez une souffrance, vous êtes insensé. Vous n'avez plus d'humanité en vous, donc vous n'avez plus de bon. C'est-à-dire restaurer le bon. Deuxième chose, avoir le critère pour réellement exercer une responsabilité, l'intégrité. Pas d'abord le diplôme, d'abord l'intégrité. Et là, ça c'est vraiment ce qui manque. C'est ce qui... Quelqu'un qui n'est pas intégré, tout le monde doit lui tomber, devrait lui tomber dessus. C'est ça qu'il faut cultiver. C'est ce qu'a cultivé Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere a gouverné la Tanzanie 25 ans, je crois. Il n'a construit aucune grande maison. Quand il est décédé, moi j'étais aux obsèques, au deuil à sa résidence au quartier de Moussassani, à Dar es Salaam. C'était une maison ordinaire. Je suis repassé devant 2 mois après, je n'ai pas reconnu la maison. Vous avez vu en Afrique une résidence de chef d'État qu'on ne reconnaît pas quand on passe devant. Quelqu'un qui a dirigé le pays 25 ans, je n'en connais pas beaucoup. Et les pères fondateurs, tout c'était comme ça. Kenneth Kaunda, quand il a quitté le pouvoir, il paraît qu'il avait sur son compte l'équivalent de $500. Kenneth Kaunda. Kwame Nkrumah, il a donné la maison qui s'était construite, a donné à l'État ghanéen. Jerry Rawlings, qui a fait 2 coups d'État, donc il aurait pu se servir. Et bien, une fois son épouse est tombée malade,
ils n'avaient pas de quoi aller la faire soigner à l'étranger. Ce sont les gens qui ont cotisé pour aller la faire soigner à l'étranger. 2 coups d'État, il a rien, je ne sais pas combien, il aurait pu se servir. Il n'avait rien. Thomas Sankara, il vivait encore avec sa mère. Il aurait pu se servir. Et il a été assassiné pauvre. Donc ça, c'est réellement les vrais leaders dont on a besoin. Il faut restaurer l'intégrité. En fait, l'intégrité va avec le monde. Nyerere avait dit, je ne peux pas comprendre que quelqu'un pense à accumuler des richesses quand il y a des gens qui manquent du minimum dans notre pays. Eh bien, aujourd'hui, les députés tanzaniens, il y en a un qui se plaît de l'opposition. Quand il a été élu député, je ne sais pas s'il a soudoyé des gens pour être élu, il a investi beaucoup, il a dit, mais on gagne très peu d'argent comparé aux Kenyans et aux Sud-Africains qui le gagnent en dollars. Là, je me suis dit, Nyerere est vraiment loin. C'est là où il doit se retourner dans sa tombe. Parce que s'il gagne 5 000 dollars en Tanzanie, par rapport au PIB, au pouvoir d'achat de la population, c'est combien? Ici en Belgique, un ministre gagne peut-être, un député gagne 10 000 euros, mais le PIB par habitant, c'est au moins, je crois, 40 000 euros. 10 000 euros, c'est le quart de revenu annuel d'un habitant en Belgique, le salaire mensuel. En Afrique, le député congolais, ce n'est pas les mieux payés. Il gagne 6 000 dollars officiellement, mais il paye 20 ou 25 000, je ne sais. 25. Bon, moi j'ai mis 6 000 dollars pour que je sois vraiment au bas. Même maintenant 6 000 dollars par rapport au PIB de la population qui, je crois, est d'environ 1 000 dollars. 6 000 sur mais c'est 6 fois. En Belgique, c'est 4 fois moins. Là, c'est 6 fois plus. Il est 40 entre l'électeur et l'élu. C'est pour ça que j'écris que les électeurs, les élus, ce sont des vampires. J'ai dû chercher, je ne connaissais pas le mot en Swahili, Ruba. J'ai dû chercher, je ne connaissais pas le mot en Swahili, les vampires, les sangsues. Les Ruba. Si on m'a jamais dit Ruba. Mais bon, ce n'est pas normal. Le député kenyan, il gagne plus que le député britannique. C'est quand même incroyable. Où le revenu par tête d'habitant est 20 fois supérieur. Lui, il gagne plus que le britannique dans le pays a le revenu par tête d'habitant 20 fois supérieur. J'ai mis ces comparaisons. C'est inimaginable. Maintenant, quand vous voyez que le président arabe, non, Mwai Kibaki au Kenya, qui est parti, parce que par les chiffres que j'ai pu avoir, il gagnait plus que le président des États-Unis. Et 2 fois plus qu'Angela Merkel, qui dirigeait le pays le plus riche d'Europe. Et Churchill allait demander des aides. Et il gagnait 2 fois plus que lui. Est-ce que c'est normal ça? Il va demander à l'Allemagne de donner de l'argent, demander l'argent à la Premier ministre qui gagne 2 fois moins que lui. Et quand il est parti avec une cagnotte de 600 000 dollars dans un pays qui était en crise. Angela Merkel avait tout pour possession un appartement. Il a régné 16 ans sur le pays le plus riche d'Europe. En Afrique, un président qui a fait un mandat et qui n'est pas réélu, il part avec des paris. Et comment voulez-vous qu'on soit crédible? Donc il faut que les nouvelles élites puissent réellement remettre d'abord parler de ça. Deuxième chose, privilégier l'enseignement, c'est la deuxième chose. Dans les pays qui se sont développés rapidement, j'en arrêterai là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, qui ce sont les dragons d'Asie. Et la Chine aujourd'hui a les meilleurs enseignants, les écoles secondaires du monde entier. Ils se sont développés en traitant l'enseignant comme une divinité. L'enseignant dans ces pays, c'est Corée du Sud, le Singapour, tous ces pays-là, l'enseignant est comme un Dieu, c'est l'homme le mieux payé. Mais ailleurs en Afrique, maintenant, on tape sur l'enseignant et vous pourrez en tirer comme un cours parce que le savoir, c'est la seule richesse. Donc il y a 2 choses, l'intégrité des dirigeants
d'être dirigeant et privilégier la connaissance. Et la connaissance, c'est d'abord l'enseignant. Vous ne pouvez pas avoir des guitaristes si vous n'avez pas de guitare, merci. Vous présenter, c'est le fruit de ta réflexion qui ne fait que perpétuer ce que tu as déjà fait. Et évidemment, le temps nous manque. On aurait bien voulu causer aussi longtemps. Et comme tu me connais, moi j'ai déjà soif. Et je me dis, et je n'ai pas parlé, toi qui as parlé, tu m'excuses, on se connaît, toi qui as parlé aussi longtemps, tu dois avoir encore la gorge sèche, et c'est pourquoi on a voulu te donner ce cadeau. Vraiment, à l'honneur de Jean-Marie, on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On peut l'applaudir encore plus. Donc, merci beaucoup. Merci pour les gens qui se sont déplacés. Mais comme vous le savez, chez nous, on dit gâteau kanamundi, shoni kanamokanwa. Donc, on va se diriger à côté. Donc, nous avons un autre livre d'à côté où on va partager l'ubuntu, l'humilité et aussi ce petit repas africain qui nous rappelle aussi que notre Afrique, c'est le tissu qu'on va recoudre et le fil qu'il faut utiliser, c'est l'ubuntu. Merci, honorable. Donc, il y a quelque chose ici à partager. Et voilà, donc on va déguster. Je fais la bière, mais on ne boit pas la bière. C'est pas bon la bière, mais il faut déguster la bière. Ça va, ça sera tout à fait à côté. Et alors, pour les gens qui cherchent de l'eau,